Aujourd'hui, on rencontre Lucie Pagé, une personne extraordinaire avec une histoire extraordinaire. Chacun d'entre nous avons une histoire à partager et aujourd'hui, vous allez être gâtés par rapport à l'histoire de cette merveilleuse âme. Bienvenue au podcast de la magie du pouvoir mental. Nous sommes Maude et Marjorie, deux magiciennes et créatrices du système de la magie du pouvoir mental. Nous avons créé ce podcast pour faire connaître au plus grand nombre le grand pouvoir que nous avons tous sur notre mental, pour mettre plus de magie dans nos vies et créer notre vie rêvée. Oui, c'est possible pour tous. Attends-toi à ce que la magie se manifeste dans ta vie. Bonjour Maude, bonjour Lucie, je suis contente de vous avoir Bonjour. pour ce merveilleux épisode. Comment ça va ma sœur? Ça va très bien, très contente d'être avec vous. Notre invitée a une belle énergie. Tout de suite, quand elle est arrivée, j'ai senti son énergie, j'ai senti cette belle vibration d'amour. Je ressens beaucoup d'amour avec cette personne. On sent, tu sais, vous le savez, je fais des lectures d'âme. Moi, je parle avec les âmes et je ressens de cette personne la force. La force que tout ce passé, tout ce qu'elle a vécu a fait d'elle. Puis on me dit qu'elle avait ça à vivre, que ça a été pour elle son chemin de vie. En même temps, ça a été tous des beaux cadeaux mal enveloppés parce que c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, ça lui permet d'ouvrir la conscience à plusieurs personnes avec son conjoint. Tu sais, on a tous un rôle à jouer sur la planète, mais ce beau couple ont vraiment un rôle important à jouer sur la planète au niveau d'ouvrir la conscience et au niveau de leur cœur. Je vois vraiment l'amour qui est là. Alors, j'ai vraiment hâte d'entendre ce qu'elle a à nous dire aujourd'hui. Je suis très émue parce que je ressens tout cet amour qui est très, très fort. Merci beaucoup. Quelle belle introduction. Ma belle Lucie, tu sais, mais là, les gens doivent dire, c'est qui ça, Lucie? Est-ce que tu peux te présenter pour nos auditeurs? Oui, pour te contredire, dans ton introduction, je suis une personne très ordinaire qui s'est retrouvée au milieu d'un cyclone. Fait que moi, mon enfance, je viens de la Nouvelle-Écosse parce que mon père était dans les forces armées, mais c'est Lac-Mégantic où j'allais tous les étés de ma vie, quasiment. Et puis, je suis dans la région aussi. Ma mère vient de Lac-Mégantic, ça fait que puis moi, tout allait bien, là, à faire du canot sur le lac Mégantic, avec les huards le matin. Puis, tu sais, je veux dire, la vie était belle. Puis, hop, Lucie, Nelson Mandela a été libéré. Va faire des reportages. OK, je reviens, je vais revenir à mon canot. Ah, non, non, non. Quelle surprise dans la vie. Mais, quand j'étais petite, j'avais, je sais pas, 8, 9 ans, j'ai dit à ma mère, un jour, je vais écrire dans les journaux. Puis là, elle dit, pourquoi tu dis ça? Puis j'ai dit, je sais pas, j'ai aucune idée pourquoi j'ai dit ça. Puis, Jay, mon mari, il avait 19 ans, il était sur son lit de mort. OK? Parce qu'il avait la sarcoidose en français, et la tuberculose. Puis les médecins, ils ont dit, il passe pas la nuit. Il va mourir, ses poumons sont trop maganés. Il avait fait une biopsie, il a dit, c'est impossible qu'il passe la nuit. Ça fait que sa mère puis sa sœur, à Jay, sont allés chercher une prêtresse hindoue qui est arrivée avec son plateau d'encens, de noix de coco, du lait, puis des fleurs, comme on fait dans la religion hindoue. Puis elle a commencé à faire la cérémonie qui est l'équivalent de l'extrême onction chez les catholiques pour que son âme puisse quitter son corps paisiblement. Elle commence la cérémonie, puis elle arrête tout d'un coup en plein milieu, puis elle dit, elle dépose le plateau, puis elle dit, cet enfant ne mourra pas. Il a l'âme de Mahatma. Il va devenir leader du peuple. Puis il est parti. Puis le lendemain, il a commencé à aller mieux, puis les médecins n'ont jamais compris pourquoi. Puis Jay est devenu un leader du peuple. Puis moi, j'ai rêvé à lui 5 ans avant de le rencontrer. Il tenait un petit bébé dans ses bras, puis c'était très pacifique comme image. Il était indien, c'était lui. Puis notre fille s'appelle Shanti, qui veut dire paix. Et puis lui, 1 an avant de me rencontrer, il a dit à sa colocatrice, l'année prochaine, je vais marier une francophone qui joue du piano.
Fait que c'est plein de petites affaires comme ça, tu sais, dans la vie. C'est plein de petits indices que grand esprit ou grande source, ou ça ne dérange pas comment vous voulez l'appeler, a dit, là, on va leur mettre des petits indices ici, puis là, à mesure qu'on les découvre, aïe, aïe, aïe. Ça fait que c'est ça. Fait que j'ai pas consciemment choisi cette vie. Mon rêve, c'était de faire de la correspondance à l'étranger en tant que journaliste. J'ai une de mes entrevues, j'ai marié le gars, puis j'ai eu des enfants. Je fais pas ça avec toutes mes entrevues, je vous le Une jure. Je chance. l'ai fait. Il y a 35 T'aurais ans. beaucoup de maris, beaucoup d'enfants. Il y a 35 ans. Mais je m'attendais vraiment pas à cette vie. C'était une surprise. C'est sûr, quand j'ai signé mon contrat d'âme, je sais pas à quoi je pensais quand j'ai mis tout ça dans le contrat, mais en tout cas, je l'ai mis. Et là, pour les gens là, que tu dis depuis tantôt Jay, est-ce que tu peux nous dire qui est Jay? Oui, fait que qui est Jay? Je ne savais pas, moi, c'était qui. Ils ont dit, il faut interview le secrétaire général fondateur du Congrès des syndicats sud-africains, qui est la plus grande fédération de syndicats en Afrique du Sud. Et puis, il était le bras droit de Nelson Mandela. Il était le premier, le 11 février 1990, à aller chercher Nelson Mandela à la prison. Et puis, il est devenu ministre dans son cabinet, mais ministre sans portefeuille dans le bureau du président. Donc, c'était quelqu'un qui a travaillé de très près avec Nelson Mandela. Mm. Hmm. Donc, toi, tu as vu, Lucie, toute, parce que tout le monde connaît l'histoire de Nelson Mandela, une histoire très touchante et en même temps très inspirante. Et toi, Lucie, en fait, tu as participé à ce débat, à cette histoire. Tu as été impliquée. J'étais impliquée, puis souvent, je m'ennuyais de mon canot avec les huards, hein. J'étais impliquée, mais, tu sais, je veux dire, oui, parce que, on le sait, l'apartheid a été la politique de développement séparée d'Afrique du Sud. L'apartheid a été qualifié de crime contre l'humanité par les Nations unies. Et les militants anti-apartheid, ils voulaient apporter la justice pour tous, le droit de vote pour tous. Donc, ils étaient des cibles par les racistes, d'autres blancs, pas tous les blancs. Tu sais, j'ai eu des gars avec des AK-47 chez nous là, qui voulaient nous tuer, là, tu sais, puis des bombes en dessous de notre char, puis des affaires de même. Tu sais, ça a été un peu rock'n'roll. Peut-être pour ça que j'ai eu les cheveux blancs si jeune. Fait que c'était, mais en même temps, c'était assister la décennie 90, qui est on appelle ça l'ère Mandela, de la libération de Nelson Mandela à la fin de sa vie publique, c'est toute la décennie 90. Ça a été une des plus extraordinaires en tant que journaliste, à être témoin devant ce déploiement d'aboutissement de solidarité d'un peuple extraordinaire qui est l'Afrique du Sud, tous ces peuples. Il y a 11 langues officielles, donc autant de peuples différents. Mais le peuple, on dit que Mandela a un charisme extraordinaire. Le peuple sud-africain, les Blancs disaient nous en parlant des Noirs, parce qu'ils étaient solidaires à la cause contre l'apartheid. Puis Nelson Mandela, qui a passé 27 ans en prison, qu'est-ce qu'il a fait pendant ces 27 ans en prison? Entre autres, il a appris l'Afrikaans, la langue des Afrikaners. Il a appris leur poésie, il a appris leur littérature, de sorte que lorsqu'il est sorti de prison, il a dit, j'ai pu négocier et converser avec leur cœur, pas avec leur tête. Et puis, il est sorti de prison, il a tendu la main au chef du parti qui l'a tenu en prison pendant 27 ans, Frédéric de Klerk, puis il a dit, bâtissons un pays ensemble. Moi, quand il a fait ça, là, j'ai dit, oups, là, il y a une leçon d'humanité ici, là, très profonde. Puis Mandela a eu à sa table de négociation, même les gens qui ont fait des michouis avec ses camarades, parce qu'on faisait des barbecues avec les êtres humains ici, en Afrique du Sud, parce qu'ils étaient noirs, s'est assis avec, puis il a dit, bon, ça va mal à la chope, là, qu'est-ce qu'on pourrait faire que ça aille mieux? Un peu, là. Mais toute guerre sur la planète de l'histoire de l'humanité a fini avec des négociations. Toutes. Pourquoi ne commençons-nous pas avec celle-ci? Mm. Tu Fait que Mandela a marqué le ton parce qu'il aurait pu, par exemple, le 11 septembre 2001, la première chose qu'il a dite, c'est il faut négocier avec l'ennemi, là, parce que la première chose que Bush a dit, c'est pas de négociation.
Est-ce qu'on aurait eu un miracle politique avec un Bush? Non, parce qu'on a dit qu'on a eu un miracle politique en Afrique du Sud parce que tous les éléments pour une guerre civile étaient présents. Puis parce qu'il est sorti avec ce ton-là, assoyons-nous et parlons. Pardonnons. N'oublions pas, mais pardonnons. Le pardon, je peux vous parler plus tard comment le pardon a sauvé ma vie, moi. Pardonnons. Et puis, donc, on avait un peuple enflammé, plein de vengeance, de colère, de trahison, de traumatisme après pas juste 46 ans d'apartheid, après 350 ans de racisme, la première loi en Afrique du Sud était raciste. Et Mandela a tourné ça de bord, puis a emmené tout un peuple derrière lui, sans la vengeance, parce qu'il a dit, si j'étais sorti avec la vengeance, je serais encore en prison. Parce que la vengeance, c'est comme un poison qu'on boit, mais qu'on s'attend que l'autre meure. Mmh. Oui. Ce poison qu'on se donne à nous-mêmes. C'est ça. Fait que c'était des grandes leçons de vie. Fait que voilà comment je suis arrivée en Afrique du Sud, ouais. Et justement, on va parler de pardon, mais avant, on va parler peut-être de mais je ne sais pas si on va parler de foi ou de pardon avant, parce que je ne sais pas si c'est l'œuf qui va avant la poule ou la poule qui va avant l'œuf. Mais pour conserver cette foi, cette confiance en Nelson, hein, même s'il est en prison, en Ouais. Nelson Mandela, et en la résolution justement de ce conflit mondial, de ce conflit qui touchait tout le monde, peu importe où ce qu'on était dans le pays, quand il y avait des assaillants, quand justement tout allait contre vous, en fait, à ce moment-là. Quand il combattait l'apartheid? Ben, quand il combattait l'apartheid, quand il a été mis en prison, Ouais. quand même 27 ans, c'est pas 6 mois, là, Non, 10 pour 000. garder cette confiance, pour garder de dire: «OK, on Ouais. continue de soutenir Nelson, on continue de croire en ce projet, en cette vision». Malgré que tous les éléments étaient contre vous à ce moment-là. Oui, puis mon mari qui s'est battu pour la libération de Mandela toute sa vie, il a dit: «Je savais que de mon vivant, il serait libéré». Parce qu'il était emprisonné à vie. Il devait pas sortir, puis il est sorti. Mais on croyait en Nelson Mandela, mais je pense que la chose la plus importante, c'est qu'en prison, Nelson Mandela, OK, c'est un homme qui avait beaucoup d'entre-gens, un charisme à couper au couteau. En fait, son éveil spirituel en prison. Il a écrit Lettres de prison. J'ai signé la préface de ce livre-là, Lettres de prison de Nelson Mandela. C'est là que j'ai vraiment compris l'être. Il parle des Upanishads, il parle des Védas, il parle de la Bible, il parle de la Torah, il parle de tout. Puis c'est là, à passer, moi j'ai fait 2 Vipassana. Les Vipassana, c'est 10 jours en silence, en méditation, tu parles pas, tu t'écris pas, tu lis pas, tu es 10 jours à observer ta respiration. Lui, il en a fait 10 000. Il a fait un Vipassana de 10 000 dodo, laisse faire 10 dodo. Ben, quelqu'un qui se réveille pas à ce moment-là. Il y en a un autre exemple comme ça, c'est José Mujica, qui vient tout juste de mourir il y a quelques semaines, qui était le Mandela de l'Uruguay, un président extraordinaire. Puis un autre aussi comme ça, c'est Lula, que je connais bien, du Brésil. C'est tous des hommes, des leaders qui ont été en prison, qui ont passé beaucoup de temps en prison, mais pour les droits de la personne. Et puis Nelson Mandela a, comme Sri Aurobindo, c'en est un autre qui a fondé l'ashram Sri Aurobindo à Pondichéry, où je vais souvent, qui était un militant politique, qui a passé du temps en prison, puis qui a vu des visions là. Donc, je pense que le Vipassana, un minimum de 10 jours, si tu veux devenir leader d'un peuple, là, va découvrir qui tu es avant. Va voir comment tu peux faire pour dormir sur tes 2 oreilles. Va voir quelle est ton intégrité, quels sont tes principes. Et pourquoi jamais tu ne les briseras? C'est ce qu'a fait Mandela. C'est ce que les leaders devraient faire parce que jamais Mandela, c'est un homme d'intégrité, de principe, de probité, plus que d'intégrité, de probité, de parole. Mais il avait une telle candeur, il était candide, l'innocence intelligente, la candeur. Fait que, ouais, c'est ça. C'est parce qu'il a eu du temps pour réfléchir qu'il est devenu qui il est aussi. Est-ce qu'à certains moments,
vous, en tant qu'accompagnateur, en tant que, tu sais, que témoin de tout ça, témoin actif, hein, parce que vous étiez dans l'action de tout ça, y a-tu eu des moments où est-ce que vous avez perdu espoir? Mmh. Peut-être momentanément, mais je suis quelqu'un de foncièrement optimiste. Fait que, moi, quand on me dit quelque chose n'est pas possible, tu sais ce que je fais? Je me roule les manches. «Ah Mmh. ouais? Attends-toi». Puis Mandela a dit: «Ça semble impossible jusqu'à ce que ce soit fait». Mmh. Il a tellement raison. Mmh. On pourrait donner plein d'exemples sur la planète pour ça. Oui. Et toi, justement, à travers tout ça, tu dis: «Je suis quelqu'un de foncièrement optimiste», mais tu as quand même vécu des défis dans ta vie personnelle tout au long de ta vie, au niveau de ta santé mentale. Tu sais, tu parlais de vente, mais tu as eu aussi des combats intérieurs à mener pour être qui tu es aujourd'hui. Le plus grand combat, ça a été le combat. Nelson Mandela a dit: «Le plus long chemin, le plus crucial, le plus important à parcourir est aussi le plus court, c'est celui entre la tête et le cœur». Mmh. Ça a été mon plus long chemin aussi. Moi, je suis née dans une famille, les 2 ont fait l'apostasie, là, tu dis ils écrivent au pape, puis il dit: «Quand toi, ton baptême?» Puis, mon père, c'est un scientifique et puis moi, j'étais une journaliste scientifique aussi. Moi, j'ai vécu dans une famille, si tu le vois pas, tu le touches pas, ça existe pas, OK? Point final. Puis je croyais ça dur comme fer. Donc, le premier argument, c'est que les gens qui ne sont pas nés dans des familles religieuses ou quoi que ce soit, on dit qu'ils n'ont pas de valeur, c'est pas vrai parce que j'ai vécu dans des grandes valeurs d'entraide, de générosité, de respect, d'intégrité. Mes parents sont comme ça, tu sais. Mais ils ne croyaient pas en d'autres dimensions ou en Dieu ou en n'importe quoi. Et puis, moi, j'ai passé 30 ans en dépression, 30 ans avec des antidépresseurs, 30 ans en thérapie. Puis ils m'avaient dit, après 2 grandes dépressions, hospitalisé, hôpital psychiatrique, tout le kit, ils ont dit j'ai des suicides dans ma famille. Ça court dans la famille. Il a dit: «Puisque tu as fait 2 dépressions dans ta vie, il va falloir que tu restes en thérapie et sur les antidépresseurs pour toute ta vie». Ben, j'ai dit: «OK, c'est ce que la science dit». Puis autour de 50 ans, j'ai dit: «Non, ça se peut pas, ça se peut pas». Puis mon fils est allé faire un Vipassana en Inde, puis c'est lui qui a débloqué. Il dit: «Fais ça». Puis le premier Vipassana, ce que j'ai découvert, c'est que j'étais, un fouillis total. J'étais, plein de traumatismes, de honte, de culpabilité, de colère. J'étais en lambeaux. Puis toutes ces années de thérapie-là, je suis encore en lambeaux, tu sais. Puis je survivais juste, fait que les antidépresseurs, ça masque les symptômes. On fait pas face. Puis il y a une journée que ma vie a complètement changé quand mon amie est morte. J'étais à Johannesburg et puis mon oncle Claude, il vit dans sa maison ici, mon oncle Claude qui est mort aussi, lui, il s'est suicidé. Puis j'étais très, très près de lui. Lui, il était un chasseur ici. Il habitait au Mont-Mégantic. Puis j'ai perdu mon cousin Yves avec qui j'étais très proche. Puis lui aussi s'est suicidé. Fait que la journée que mon amie Brigitte est morte, je me suis effondrée dans un magasin, de peinture à Johannesburg. J'étais en train d'acheter de la peinture. Puis ironiquement, c'est là que je l'ai rencontré, c'est dans mes cours de peinture au Québec. Ils m'ont appelé, ils ont dit: «Lucie, Brigitte, elle vient de rendre l'âme». Puis ils m'ont mis de l'eau dans le cou, puis tout ça. Puis après une demi-heure, je me réalisé, j'étais en retard, puis vite, 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 il faut que j'aille à mon massage. Mais ils ont dit: «Ça tombe bien», tu sais. Fait que j'ai juste laissé le panier là, j'ai rien acheté, je suis juste partie à mon massage, puis je pleurais tellement que la massothérapeute, Janine, a dit: «Lucie, je suis pas capable de te masser. Va voir une de mes amies, elle parle avec les morts». Puis j'ai dit puis là, je me suis fâchée, j'ai dit: «Parler avec les morts, tu veux rire de moi moi, je suis en deuil, là, puis tu parles de cochonneries comme parler avec des morts, puis non, non, mais c'est une thérapeute aussi, puis elle peut t'aider, puis tout ça». Puis je pleurais, puis elle dit: «Lucie, ça a pas d'allure, là». Puis elle l'a appelée, puis elle avait une place, puis je suis arrivée chez elle. Puis je me suis assise devant cette femme-là, puis je suis venue pour donner mon cellulaire, puis dire, tu sais, regarde la photo de mon amie Brigitte. Puis elle dit, non, non, je ne vais pas voir. OK. Ça fait que là, elle est assise sur sa chaise. Tu sais, moi, je suis la athée pure et dure, là, OK? Elle est assise sur sa chaise, puis elle fait. Là, je me dis, dans quelle histoire je me sens embarquée? OK, je vais être polie, je vais attendre que ça finisse, là. Pas faire de peine à Janine, mais là.
la folle devant moi qui fait des simagrées. J'ai d'autres choses à faire dans la vie. Puis là, elle dit, ah, c'est pas ton amie Brigitte. C'est quelqu'un qui était très près de toi. Il va plus à la chasse. Il joue avec les animaux. Puis là, elle parle des étoiles, puis des animaux. Puis là, je dis, waouh, ça ressemble à Claude au Mont Mégantic. J'ai dit, waouh, quel hasard. Ah ben, un hasard. Fait que là, l'esprit part, un deuxième arrive, puis elle fait encore les simagrées de même. Puis là, je suis un petit peu curieuse. Fait qu'elle dit, oh, Lucie, je sais, je suis partie vite, excuse-moi, mais continue d'écrire parce que. Fait que là, j'ai jamais dit à cette femme-là que j'écrivais. Fait que là, mon cousin Yves, quand il est mort, il m'a écrit un poème dans un cahier de 40 pages qu'il a donné à son oncle qui habite à Chambly, là. Puis la madame, puis mon oncle, il m'a appelé, il m'a juste lu le poème au téléphone, puis il est resté comme gravé. Puis la madame, devant moi, à l'au bout du monde, à Johannesburg, quelques années plus tard, après la mort d'Yves, a mis le poème mot pour mot. Là, toute ma vie, cet instant-là, c'est là que ma vie a changé. Cet instant-là. Parce que c'est impossible, impossible qu'elle ait pu réciter ce poème-là, mot à mot, que mon cousin qui m'a écrit, puis il y a juste une autre personne sur la planète qui l'a vu, puis c'est son père, mon oncle. Fait que là, quand elle fait ses simagrées, encore, là, je suis là sur le bout de ma chaise, puis j'écoute, bon, puis c'est Brigitte qui arrive, puis elle fait pis, pis, puis j'ai dit, qu'est-ce qu'elle fait là? Elle dit, je peinture. Parce que Brigitte, c'est une peintre. Peinture, puis là, elle parle de ses peintures, les couleurs sont magnifiques. Après ça, elle parle de son fils de 7 ans, Antoine. J'avais pas dit qu'elle avait un fils de 7 ans. Antoine, il va être correct. Puis là, moi, j'en reviens pas. Puis moi, j'avais vu Brigitte avant de partir du Québec, une semaine, 2 semaines avant. On s'était tenus dans son lit, puis elle m'avait dit, Lucie, j'ai juste 3 amis dans la vie. Puis elle m'avait dit, Julie, Chantal, puis toi. Fait que, fait que là, la madame, là, je pars à pleurer, puis je m'aperçois que c'est vrai, Brigitte est là, c'est impossible. Toute ma vie a changé cet instant-là. Puis là, elle dit, j'ai dit, dites-lui que je l'aime, dites-lui que je l'aime. Puis là, tout à coup, elle dit, à part à rire. J'ai dit, voyons, pourquoi vous riez? Moi, j'étais là, je braillais. Elle dit, bien, elle sait que tu l'aimes. Elle te l'a dit sur son lit de mort qu'elle avait juste 3 amis, Julie, Chantal, puis toi, qu'elle aimait. Des vrais amis. Ça fait que quand je suis partie de là, c'est sûr que ma vie, je suis une journaliste recherchiste d'enquête scientifique. Ben là, la science quantique, là, j'ai commencé à tout lire ça, puis là, ça fait longtemps, là, ben, puis après ça, ce qui a changé ma vie après, c'est, j'ai un tatou ici, là, je suis allée dans l'éternité avec la plante d'ayahuasca, puis elle a enlevé le démon d'abus de soi de moi, puis j'ai plus jamais été en thérapie. Fait que là, j'ai compris d'autres choses à propos des énergies, puis comme mon mari qui avait toujours eu mal aux genoux, puis il y avait des piqûres de cortisone, puis des machins, puis dans une cérémonie d'ayahuasca, ils ont dit, mais c'est parce que tu aurais la culpabilité des grèves que tu lançais, puis il y avait des gens qui mouraient. Ça fait qu'ils ont enlevé la culpabilité, il n'y a plus jamais eu mal aux genoux. Ça fait que, tu sais, bon, c'est beaucoup d'affaires, là, mais c'est que ce que j'ai compris, c'est que on a 5 sens qui ne voient qu'une infime partie de la réalité qui existe, puis qu'il y a d'autres dimensions. Moi, des fois, maintenant, je prends des cours, je communique avec d'autres dimensions. Je prends des cours au Pérou avec le Sacred Andean Tradition pour travailler avec l'énergie de l'eau, de l'air, de la terre et du feu. Apu, ça veut dire montagne, l'esprit de montagne. Apu Saint-Joseph m'a parlé, m'a dit quelque chose l'autre jour. Ça a été extraordinaire. Fait qu'on ne comprend pas. Tu sais, on dit. Puis quand ils m'ont enlevé l'être de moi, là, j'ai toujours eu mal sous le nombril. Puis j'ai même passé une résonance magnétique, puis des scans, puis des échographies. Puis ils m'ont toujours dit c'est psychosomatique. Puis quand ils ont sorti cette affaire-là, j'ai plus jamais eu mal en dessous du nombril. Fait que c'est là que cette bébête-là se logeait. Tu sais, c'est là qu'elle avait élu domicile. Puis j'ai appris que c'était la 4e génération. Donc, c'était une blessure ancestrale. Fait que depuis 10 ans, ma vie a changé. Là, je suis rendue avec. Je parle aux esprits, je parle aux âmes. N'importe qui est capable de leur parler, mais c'est des ententes, c'est ça. C'est vraiment beau d'écouter, Lucie, parce que dans le fond, tu as eu cet éveil, puis c'est exactement ça que moi, Marjorie et Lorraine ont fait. Notre but sur la planète, c'est d'ouvrir la conscience des gens. Et les gens, ben, les gens qui arrivent à nous, c'est des gens qui ont eu, comme tu as eu, une dépression, un burn-out, des cancers, des maladies. Puis nous, on dit toujours, c'est des
cadeaux mal enveloppés, mais c'est des cadeaux parce que ça prend ça pour ouvrir la conscience, parce qu'on est encore peu à avoir cette conscience sur la planète. Et tout ça m'amène à revenir sur ce que tu disais tout à l'heure, parce que Nelson Mandela a été un des seuls hommes avec cette conscience qui avait un pouvoir. Puis je trouve ça dommage parce que les personnes qui s'occupent de la planète présentement ne sont pas dans cette conscience dont il était. Et si tous les hommes, toutes les femmes qui s'occupent, qui ont le pouvoir sur la planète avaient cette conscience qu'il avait, on serait complètement ailleurs. Mais moi, j'ai confiance un jour qu'on va y arriver parce que, bon, c'est pour ça qu'on fait ça, et moi, Marjorie Lorraine, pour que la planète se transforme. Puis je sais que toi aussi, tu as cette mission avec ton conjoint pour ouvrir la conscience des gens. On a ouvert un centre de santé là, en Afrique du Sud, Natural Farming and Natural Healing. Notre fils est agriculteur. L'agriculture naturelle, biologique, biodynamique, il n'y a pas une goutte de poison qui va dans tous ces champs. Et puis Natural Healing, la guérison naturelle. Hmm. Toutes sortes de moyens de guérir. Et puis, oui, la Big Pharma est importante, OK? Je serais peut-être morte si ça n'avait pas été de ça. Oui. Mais pour l'instant, elle prend toute la place. Et puis, j'ai écrit dans mon dernier livre, puis l'autre avant aussi, sur des plantes médicinales qui devraient avoir la place sur la table à guérison, parce que moi, je suis guérie grâce à des plantes médicinales, mais ça ne prend pas nécessairement ça. Mais c'est juste d'ouvrir la place pour la guérison autre. Parce que souvent, je dis, c'est pas plus de loi qu'il faut, c'est pas plus de politique, c'est pas plus d'argent. C'est l'éveil des consciences. Puis l'éveil des consciences, ben, c'est par la guérison de ces traumatismes, la guérison de l'âme, des blessures de cette vie-ci ou quelconque blessure. Puis on a les outils, mais ils sont vus avec condescendance et arrogance parce qu'ils viennent souvent des Premières Nations. Et c'est un racisme ancestral envers les Premières Nations. L'ayahuasca, c'est 10 000 ans, les Honey Queen. L'iboga, j'ai fait de l'iboga en Afrique. C'est une plante du Cameroun et du Gabon qui est tellement puissante où on voit nos ancêtres, on peut leur parler même, parce que tout problème physique a une source spirituelle. Et puis, mais tu as aussi les huttes de sudation, les quêtes de vision. Moi, j'ai fait 3 jours, 3 nuits sur une montagne en quête de vision, pas d'eau, sans manger, sans boire, sans rien, pas de plantes, pas rien. C'est aussi puissant qu'une cérémonie d'ayahuasca, tu sais. Donc, c'est comment est-ce qu'on peut accéder au monde spirituel, qui est le plus simple pour nous parce que les réponses sont là. Et c'est comme ça qu'il se fait l'éveil. Donc, il y a une panoplie de moyens pour y arriver. Oui, parce qu'en fait, on a tout ça à l'intérieur de nous, mais le mental prend tellement de place dans la société qu'on n'entend pas ce qui se passe à l'intérieur. Puis tout ce que tu dis, c'est des moyens pour accéder à cet espace intérieur. Parce que dans la société où on ne peut pas entendre cette voix. Si on reste pris dans tout ça, il faut... Oh, justement, puis à propos de ça, je vais te donner un point. Non seulement ça, mais c'est que dans notre société, on le sait que la réponse est à l'intérieur de nous. D'ailleurs, c'est un chapitre dans la Bible qui est parti, ça. Et puis, on a les réponses dans le silence. Va, Maud et Marjorie, quelque part dans le public, dans les ascenseurs, dans les centres d'achat, c'est la Muzak, là, tu sais. Fait qu'on le sait. On le sait que la réponse est dans notre silence, dans la méditation. C'est comme ça qu'on soit. Mais on fait tout pour ne pas qu'on aille là, Pour l'éteindre, oui. pour Oui, oui. l'éteindre. C'est ça. Oui. Puis la société fait tout aussi pour l'éteindre, hein? La société nous encourage avec plein de choses pour l'éteindre. Et je veux juste revenir, Marjorie, avant sur un dernier point, parce que, ben, qu'on avait dit qu'on reviendrait sur le pardon, puis pour moi, c'est vraiment important d'y revenir parce qu'on... On est liés, Maude, c'est vrai de ça, je m'en Bon, allais. parce qu'on l'avait dit. Moi, je veux revenir sur le fait que tout ce qu'on garde à l'intérieur de nous est un poison pour l'âme. La colère, la frustration, c'est un poison, hein? Et on doit s'en libérer pour pouvoir être bien. Oui. On ne peut pas garder tout ça en dedans de nous. Et là, ben, tu me disais tout à l'heure qu'il y avait beaucoup de pardon qui s'est fait parce que vous n'avez pas eu le choix avec tout ce qui s'est passé. Vous auriez pu garder cette rancune, cette colère. Puis je veux revenir sur cette étape de pardon que tellement de gens ont de la misère à pardonner le passé. Oui, on a eu des agresseurs. Oui, on a eu des gens qui nous ont fait du mal. Mais quand on garde cette haine envers les autres, on se la garde à nous-mêmes. C'est à nous qu'on fait du mal, c'est pas aux autres. C'est à nous qu'on se fait du mal. Les gens ont de la misère à comprendre ça. Mais le problème aussi, c'est que c'est bien de pardonner, mais
pour éviter des choses, il faut mettre des frontières. Puis c'est ça qui est difficile. On ne veut pas faire mal aux autres, puis on se Oui. fait manger la laine sur le dos. Fait que moi, le pardon, moi, c'est mon corps qui me le dit, comment il est puissant, parce que je souffrais d'une ménopause fatale, ménopause mortelle. Fait que sur une échelle de 0 à 10, il m'appelait un ménotène. C'est-à-dire que à 0, tu es ménopausé, mais tu n'as pas de symptômes. Puis à 10, tu es ménopausé, puis tu as les symptômes qui peuvent te tuer. Moi, j'avais des chaleurs à toutes les 20 minutes si puissantes que j'en vomissais. Fait que 72 chaleurs par jour. Je ne pouvais pas manger, je ne pouvais pas dormir. Fait que j'ai pris des hormones pendant 2 ans jusqu'à temps qu'il y a de l'activité cancéreuse qui commence sur mes ovaires. Puis le médecin, il a dit arrête ça. Puis là, j'étais pognée. Qu'est-ce que je fais? Je prenais toutes sortes de médicaments, mais rien qui enlevait mes chaleurs. J'avais une vie d'enfer. Jusqu'au 60e de mon mari, un jour, une amie est arrivée avec des muffins au cannabis. Puis j'en ai pris un, puis tous mes symptômes sont disparus. Puis j'ai commencé à faire des recherches, j'ai même écrit un livre à ce sujet-là parce que c'est connu que l'indica, ce qui est le Canada, c'est un pays riche en indica, une sorte de cannabis, élimine tout symptôme de ménopause, mais c'est parce qu'il n'y a pas d'argent à faire avec. Ça fait que j'ai pris quelques gouttes d'huile de cannabis à tous les soirs, j'avalais ça, puis j'étais correct pendant quelques années, mais je devais refuser aller parler. La Namibie m'a invité une fois, puis à Dubaï, mais je ne pouvais pas voyager avec mon huile de cannabis. Même si tu peux en prendre une tonne, puis tu ne mourras pas, c'est impossible de mourir d'une overdose, puis tout le monde peut voyager avec leur pilule, puis ça, tu peux mourir, mais ça, c'est correct. En tout cas, ça, c'est une autre affaire. Fait qu'un jour, quelqu'un m'a dit, il fait de l'ayahuasca, mais fait qu'en tout cas, de fil en aiguille, j'ai fait une cérémonie d'ayahuasca, puis j'ai demandé à la plante de me guérir de ma ménopause. Fait que là, elle me dit, ben, c'est facile. Comment ça, c'est facile? J'ai une ménopause mortelle. Oui, oui, on sait ça. Non, mais j'ai des chaleurs aux 20 minutes tellement puissantes, j'en vomis. Oui, oui, on sait ça. Ça fait que j'avais une conversation avec l'esprit de la plante, puis tout ça. Puis je dis, ben, c'est impossible, j'ai une ménopause mortelle. Comment tu veux guérir de ça? Puis là, il m'a dit, on peut parler en anglais ou en français. Là, parce que j'étais en Afrique du Sud, j'y parle en anglais. La plante m'a dit, just shut up and do the work. J'ai dit, ah, OK. Puis là, j'ai dit, si facile, pourquoi tu me l'as pas dit avant? Puis la plante a dit, parce que tu me l'as pas demandé. J'ai compris après comment mes guides spirituels sont là, puis comment leur parler. En tout cas, ça, c'est une autre affaire. Ça fait qu'elle dit, c'est facile. Juste 2 choses à faire. J'ai dit quoi? Fait que là, elle me met comme dans une capsule, puis j'arrive à la terre du pardon. C'est bien difficile à expliquer. J'arrive à la terre du pardon, puis elle me dit, il faut que tu te pardonnes. Là, j'ai dit, pardonner. Pour tout ce que tu as fait dans ta vie, il faut que tu te pardonnes. Non, non, attends une minute, là, j'ai tapé mon fils. Non, non, ça aussi. Non, mais cette fois-là, j'ai fait. Oui, ça aussi. Non, mais ce fois-là, c'est impardonnable parce que j'ai. Oui, c'est pardon. Tu te pardonnes. Tu te pardonnes pour tout. Fait que là, j'ai passé une couple d'heures. Puis c'est le travail le plus difficile sur la planète, c'est de se pardonner. J'ai trouvé pardonner les autres plus facile. Se pardonner, c'est difficile. Surtout que j'ai jamais voulu faire de mal à personne dans ma vie. Puis c'est sûr que des fois, on fait du mal à quelqu'un, puis c'est pas ça que tu voulais. Puis, fait qu'en tout cas, je me suis pardonnée. Puis là, après ça, une couple d'heures après, j'ai dit, c'est quoi la deuxième affaire? Pardonne tout le monde. J'ai dit, non, 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 non. Attends une minute, là. Lui, là, ce qu'il m'a fait, c'est. Non, lui aussi. Non, mais lui aussi. Non, mais ce fois-là aussi. Tout le monde, parce que la Terre, c'est comme une école. On est là pour apprendre des leçons. Puis il faut que tu apprennes de la leçon, mais il ne faut pas que tu sois défini par la leçon. Il faut que tu la laisses là, tu sais, il faut que tu t'évolues avec les. Ça fait que j'ai passé une autre coupe d'heure à pardonner. Puis je suis rentrée dans la cérémonie en ménotaine, des chaleurs aux 20 minutes, là, tellement. Puis j'ai passé 6 heures à pardonner, à me pardonner. Je suis sortie de là, plus de symptômes. Fait que je sais que le pardon, c'est une médecine très puissante parce que mon corps a été libéré d'une ménopause qui aurait pu me tuer. Hmm. Et si tu avais un truc pour aider les gens à se pardonner ou une phrase qui pourrait créer un déclic? Oui, moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est que ce que j'ai compris avec une des beaux gars, entre autres, c'est que le pardon, c'est pas endosser le geste qui a été commis, soit par toi-même ou un autre. Parce que le geste, s'il y a lieu de pardon, c'est qu'il était mal. Le pardon, c'est couper le lien énergétique avec ça. C'est arrivé, tu peux rien faire. Fait que le pardon, c'est pas de l'endosser, c'est juste dire je le laisse dans le passé, mais j'ai appris qu'est-ce que j'ai appris de
quelconque expérience dans la vie, même un viol, il y a une leçon à apprendre. Puis il y en a qui vont peut-être me lancer des tomates parce que j'ai dit ça, mais je parle d'expérience. Peut-être qu'il y en a qui vont lancer des patates. Nous, dans notre formation, on fait cette démarche de pardon, mais avec des pommes de terre. Je ne sais pas si tu connais ce principe-là, Lucie, mais c'est de. Parce que c'est une démarche de pardon, mais on met sur les pommes de terre, on écrit chacune des blessures, puis on fait vraiment une démarche de pardon, justement, d'acceptation, un peu le Ho'oponopono. Et on lance des pommes de terre dans la nature et on demande à la nature de les transmuter en amour. Et c'est une démarche qui change la vie des gens parce que le fait de pardonner aux gens, mais de se pardonner, d'accepter que ben, tout le monde a fait de son mieux puis qu'on a un cadeau à aller chercher une raison divine, c'est comme une étape qui fait qu'il y a un avant et un après. Fait que nous, c'est des pommes de terre qu'on lance, mais c'est un travail. Tu sais, il n'y a pas une meilleure façon ou une autre. Le principe là-dedans, c'est de se dire que ce pardon-là, on ne le fait pas pour l'autre, mais on le fait pour soi. Puis ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec ce qu'il a fait. C'est de se libérer. Puis c'est quelque chose d'important parce que on connaît des milliers de gens, justement, qu'on aide, qui sont pris avec tellement de choses à l'intérieur d'eux que ça les tue intérieurement, là. C'est un poison, hein, de tout garder cette colère. Puis c'est pour en parler parce que vous avez été dans des situations, Nelson Mandela, tout ça, il a dû le travailler, le pardon aussi, là, incroyablement. Exactement. Il a invité son geôlier à son 85e anniversaire de naissance, tu sais. Hey, ouais, parce que si tu pardonnes pas dans cette vie-ci, ben, tu vas y avoir à faire de toute façon. Pas plus qu'on vienne de faire l'expérience. Fait que tu dis bien c'est bien de le faire. Oui, c'est ça. Lucie, c'est un plaisir. Vraiment, là, je me sens nourrie. Ma mère est à côté de moi, elle pleure. Ah! Elle est touchée, pas juste par tes paroles, mais parce que tu dégages à Mm. travers les mots que tu emploies. Parce qu'au-delà des mots, les mots sont importants, mais au-delà de ça, c'est qui on incarne, qui on est à travers ces paroles. Et je sens tellement que tu incarnes dans ton quotidien tout ce que tu nous as transmis aujourd'hui. Pour moi, c'est vraiment Je pourrais pas dormir sur mes 2 oreilles, moi. non, mais Pleine et entière, c'est ça ou c'est pas, tu sais? You you get what you see, comme mon mari oui, dit. Non, elle, là, tu vas avoir la vérité? Des fois, ma bouche, elle parle sans ma permission, puis, mais au moins, je sais que c'est la vérité. il y a des gens qui ont envie de te rejoindre, qui ont envie de découvrir, d'acheter tes livres. Comment on peut te rejoindre? Comment on peut aller voir ce que tu fais? Lucipage.com ou lucyj.com, les 2. Excellent. Donc, j'invite tout le monde à aller voir ce que Lucie Pagé et Jay Nadou, j'espère que je le prononce bien, font, ont écrit. Je sais que vous êtes très, très impliqués dans la communauté à différents niveaux. C'est tellement inspirant Ouais. et beau de voir ça. Donc, allez voir ce qu'ils font. Allez aussi découvrir leurs écrits, leur vérité Mmh. à travers leur expérience de vie. Et Lucie, si tu avais, en terminant, un conseil, une phrase avec laquelle tu aimerais que les gens repartent de cette entrevue, ce serait quoi? Pardonne-toi. Oui, pardonne-toi. La vie va être tellement plus simple après. Et juste pour dire que si de cette vision-là, on est en train de la mettre en œuvre physiquement, puis il y a des gens du Québec qui viennent d'ailleurs comme bénévoles pour nous aider dans nos champs, dans notre centre de guérison. On veut faire un centre sonore aussi de guérison par vibration. On a toutes sortes de choses. Ça fait que s'il y en a qui sont intéressés à venir faire du bénévolat en Afrique du Sud, la porte est ouverte. Super. Si on est d'Europe, est-ce qu'on peut aussi? Absolument. Excellent. Parce qu'on a beaucoup de gens aussi de l'Europe qui nous Ah, écoutent. Donc, si on est humain, on peut y venir. c'est bon. Fait que peu importe ce que tu trouves présentement, que tu nous écoutes, c'est un humain puis que Wow. tu as envie de contribuer à cette grande mission. On t'invite à aller voir sur lucipage.com ou lucij. Lucie J, comment t'écris J, Lucie? Donc, LUCIEJAY.com. Excellent. Merci beaucoup. Maud, je te laisse clore cette belle entrevue. Ben écoute, je suis tellement émue, touchée tout le long de cette entrevue. J'ai ressenti encore une fois
cette authenticité qui me rejoint parce que Marjorie pourrait dire, je suis comme toi, je suis la fille authentique qui dit tout à haute voix ce que les gens disent pas. Je dérange, Ouais. mais je suis venue sur la planète pour déranger, pour montrer ma lumière, pour éveiller la conscience des gens. Donc, tu me rejoins beaucoup, beaucoup. Pour moi, c'est super puissant tout ce que j'ai reçu. Ça a été un 30 minutes qui m'a beaucoup aidé à mon ouverture. Donc, je suis certaine que ça va avoir aidé beaucoup de gens aussi. Il n'y a pas de hasard pourquoi on est là aujourd'hui. Il y a juste des rendez-vous sur la planète. Encore une fois, je ressens que votre mission à toi et Jay est loin d'être terminée. Je vous vois tellement... c'est puissant. Il y a encore tellement à montrer à cette planète et à ces êtres humains qui demandent juste ça à l'intérieur parce que les âmes demandent juste à se souvenir, mais elles ont oublié. Donc, on est là pour l'aider à leur rappeler. Et moi, je suis toujours émue de voir qu'on est beaucoup plus qu'on pense. Tu sais, je dis qu'on est peu, mais on est quand même beaucoup plus qu'on pense à avoir cette même mission. Et c'est cette collaboration de toutes ces personnes, dont toi, ton conjoint et tous les gens qui sont avec nous, qui va faire qu'on va atteindre ce meilleur monde et qu'on va, je le crois, léguer à nos enfants un monde beaucoup plus facile que celui dans lequel on est présentement. Il le faut. Il le faut. Oui. Alors, merci beaucoup, Lucie, pour cette belle ouverture, puis aussi ce message de montrer aux gens que tout est possible, peu importe ce qui se passe. Ouais. Tu sais, rapidement, vous le savez, notre mère aussi, quand on était jeune, elle a eu un cancer, puis il lui restait quelques semaines à vivre, et c'est la foi qui l'a sauvée. Et ma mère, aujourd'hui, grâce à ça, elle est là. On est là en train de sauver la planète. Sans ma mère, on ne serait pas là. Donc, nous aussi, notre histoire a commencé un peu comme, tu sais, comme ce que tu as vécu. On a eu notre lot de souffrances, mais c'est des souffrances qui nous ont permis d'être qui on est aujourd'hui. Alors, j'espère que tout ce que tu as dit a touché notre communauté, puis va ouvrir le cœur et l'espoir aux gens. Merci infiniment. Vous êtes vraiment une belle équipe. C'est des gens comme vous qui me font croire en la richesse de l'humanité. Merci. Merci beaucoup. Merci tout le monde. On On vous vous embrasse. embrasse.